Hey, you. Salut! Bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux. Ouais, j'ai menti, c'est rien de spécial, c'est comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va parler de l'Afrique du Sud. Un pays que vous connaissez peut-être. Encore une fois, c'est comme d'habitude. Bon allez, y a pas de minute à perdre, c'est parti pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays du sud de l'Afrique. Mais non! Et quand je dis le sud, c'est vraiment le sud, hein. On peut difficilement être plus en bas sur l'Afrique. Ouais, mais attendez, comme ils sont dans l'hémisphère sud, pour eux, le sud, bah, c'est le nord. Du coup, il devrait s'appeler l'Afrique du Nord. C'est un pays membre du Commonwealth avec 64 millions d'habitants, un peu comme la France, et c'est un pays très spécial car il est très cosmopolite. Et ça se voit par exemple sur la capitale. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Voilà, déjà ça c'est pratique. Il y a le Cap qui est la capitale législative, Pretoria qui est la capitale administrative, et Bloemfontein que personne connaît, qui est la capitale judiciaire. Et puis en plus c'est bien fait, hein. Le Cap et Pretoria sont l'autre bout du pays, et d'après cette carte, Bloemfontein n'existe pas. Du coup c'est un peu compliqué d'y aller. Et c'est pareil pour les langues, hein. Généralement un pays a 3 ou 4 langues officielles maximum, comme le Royaume-Uni ou la Suisse. L'Afrique du Sud en a 12. La plus parlée, c'est le Zoulou, qui est la langue historique, et vient ensuite le Xhosa, l'Afrikaans et l'anglais, et plein d'autres langues plus minoritaires qu'on ne connaît pas, comme le Swati ou le Tsonga. Le footballeur? Oui. Des cultures différentes que le pays essaye de représenter de manière égalitaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. La partie histoire va être très longue. Le drapeau sud-africain, par exemple, est un des drapeaux les plus symboliquement chargés du continent, voire du monde entier. Noir, vert et jaune, qui sont les couleurs des mouvements noirs africains, le blanc et le bleu pour les républiques Boer, et un rouge Chili qui représente un compromis entre le rouge sang des Britanniques et le orange des Néerlandais, avec le symbole d'une union au centre qui signifie le chemin vers le futur. Voilà, ça c'est un drapeau hyper cool. Alors maintenant, s'il vous plaît, ne le gâchez pas avec un drapeau militaire. Ok, pas grave. Alors, qui sont les premiers à avoir découvert l'Afrique du Sud? Le débat fait rage auprès de certaines personnes, j'imagine. Les Portugais sont les premiers à avoir lorgné le pays, mais les Néerlandais, qui sont venus des années après, ont accosté et se sont installés avec le navigateur Jan van Riebeeck, qui a un nom de bruit de grenouille et qui va devoir très vite se frotter aux Français huguenots. Les Néerlandais s'installent et apportent des esclaves pour construire leurs terres parce que c'est quand même mieux d'exploiter les gens plutôt que de le faire soi-même, tandis que les Français se ramènent quelques années plus tard pour fonder une nouvelle communauté franco-néerlandaise. Les Boers. Alors, pas sûr de la prononciation, mais de toute façon, c'est pas les plus gentils de l'histoire. Les Boers et les Bantous, qui représentent le gros de la population d'Afrique australe à ce moment-là, se rencontrent et comme ils sont pas trop ok qu'on soit arrivé chez eux sans demander quoi que ce soit, ils décident de faire la guerre. Mais les Boers vont très vite laisser leur place aux Anglais, qui avaient envie de coloniser le monde entier et de voler les colonies des autres. Mais les Anglais font face à la résistance d'un peuple et de son chef, Shaka Zulu. Fondateur du royaume des Zoulous et chef très charismatique et quand même vachement autoritaire, il a lutté contre l'invasion coloniale de l'Afrique méridionale jusqu'à sa mort, assassiné par son propre peuple parce qu'il était un peu trop tyrannique. Il a interdit à son peuple de se marier et de boire du lait quand sa mère est morte. Mais bon, après, c'est la 6ème étape du deuil, hein, c'est après l'acceptation, la dictature. Ouais, ça s'est un peu perdu avec le temps. Les Boers et les Anglais se font eux aussi la guerre pour garder les terres qu'ils ont volées aux Zoulous, et que parfois les Zoulous ont eux-mêmes volé à d'autres tribus. Les colons finissent par s'entendre avec la création de 2 républiques Boer, l'État libre d'Orange et la République de Transvaal, dont les capitales étaient Pretoria et Bloemfontein. Voilà, vous voyez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sauf que cette entente reste fragile entre les Boers et les Anglais qui se font la guerre pour avoir des ressources minières, et que les Zoulous continuent à vouloir dégager les Européens de leur continent et gagnent même quelques grosses batailles. Et cette guerre entre Boers et Anglais va être marquée par des crimes commis par les Anglais qui sont définitivement les gentils de l'histoire de l'humanité. My flowers are beautiful! Pendant la seconde guerre anglo-boer, les Anglais vont même construire des camps de concentration, parce qu'encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, même avec les nazis. Et c'est dans ces camps que des familles Boer vont être internées et mourir à cause des conditions de vie horribles. Est-ce que vous connaissez Lizzie Van Zie? Non, pas parce qu'elle est morte. Mais vous allez voir, son histoire est terrible. Alors j'aurais bien voulu vous montrer l'image de Lizzie Van Zie, mais j'ai peur que ce soit un peu trop extrême pour vous. Donc imaginez vraiment une enfant de 8 ans, squelettique, mais vraiment la peau sur les os quoi. Quasiment à moitié morte, voilà. Presque sans cheveux. Ben voilà, c'est ça Lizzie Van Zie.
Ouais, donc vous voyez, j'ai pas trop envie de montrer l'image. C'est un médecin volontaire qui a pris la photo de Lizzie, un certain Arthur Conan Doyle, qui après sera écrivain et fera un petit truc qui s'appelle Sherlock Holmes ou un truc du genre, je sais plus. Bref, le Premier ministre Chamberlain reçoit cette photo horrible et se dit « Et si on en faisait une image de propagande ?» Les Anglais ont donc fait passer cette photo comme la preuve de l'attitude inhumaine des Boers, alors que c'est à cause des Anglais que cette fille est comme ça, et qu'elle mourra quelques mois plus tard. Quand je vous disais que les Anglais c'était vraiment la calamité de l'histoire de l'humanité, ben voilà. Je vous jure, tapez calamité sur Google. Mais après toutes ces guerres, les colons se mettent d'accord pour s'unir, devenir indépendants et créer un pays pour eux où ils auront les mêmes droits. Mais parce que là, les Européens ont plus vraiment envie de dépenser des millions pour des guerres qui sont hyper loin de chez eux. Ils préfèrent le faire pour des guerres à côté. L'Union d'Afrique du Sud est alors créée quelques années plus tard, le pays donne plus de droits et des terres aux personnes noires et les personnes de couleur ont droit de vote. Alors précisons, les personnes noires dites civilisé, hein. Donc on est encore loin de l'égalité totale. Mais bon, il faut quand même se rendre compte qu'à cette époque, on est en 1912 et les Noirs ont le droit de vote, ils ont le droit aussi de posséder des terres. C'est presque un peu plus en avance que la plupart des pays européens. Donc franchement, à cette époque, l'Afrique du Sud est plutôt en avance sur son temps. Mais tout ça va vite changer durant le milieu du XXe siècle avec deux mouvements importants. Le premier, c'est la création d'une société secrète qui visait à promouvoir les intérêts des Boers qui, entre-temps, ont pris un nouveau nom, les Afrikaners. Et dans un deuxième temps, une idée politique qui dit que l'union du pays n'est pas possible et qu'il vaut mieux diviser le pays entre les Blancs et les Noirs, et que les Blancs aient plus de droits évidemment parce que l'idée vient des Blancs et qu'ils étaient là en deuxième quand même. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le mouvement de l'apartheid va gagner les élections et réorganiser complètement la vie politique du pays. Les Noirs et les Métis perdent le droit de vote, le pays se retire du Commonwealth et devient une république complètement indépendante. La communauté internationale isole alors l'Afrique du Sud devant sa politique raciale qui était pas trop à la mode depuis la chute du nazisme. Le mouvement de l'apartheid a totalement retiré ses droits à la population noire, qui je le rappelle est majoritaire dans le pays. C'est aussi à cette époque qu'un certain Nelson Mandela va être enfermé en prison. Retenez ce nom, il est important. C'est pas la peine de retenir, hein, tout le monde sait qui c'est, Mandela. Qui ça? À l'époque, l'Afrique du Sud avait interdit aux Noirs de posséder des terres, elle avait aussi interdit les mariages mixtes, et les personnes noires étrangères qui venaient dans le pays pour des visites officielles avaient le statut de blanc honoraire pour ne pas subir le racisme institutionnel. Au fil des années, l'Afrique du Sud, complètement isolée du reste du monde, est obligée de revenir sur certaines lois. Par exemple, les Noirs sont autorisés à se syndiquer en 1976, des pays plus ou moins indépendants réservés aux Noirs sont créés, plusieurs réformes jusqu'à la fin d'une partie de l'apartheid grâce au président Frédéric de Klerk. Et puis après... Nelson Mandela, qui a passé 27 années de sa vie en prison pour la défense de ses idées politiques, est en effet depuis ce midi le premier magistrat de ce pays, la nouvelle Afrique du Sud. Gros tournant. En 1994, Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud. C'est le genre d'événement que ceux qui l'ont vécu se souviennent où ils étaient. Un peu comme la chute du mur de Berlin ou le 11 septembre. Même si ce dernier exemple est vachement moins joyeux que les autres. L'élection de Mandela a permis la réintroduction de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale, jusqu'au point où des événements sportifs auront lieu là-bas, comme la Coupe du Monde de rugby en 95, que l'Afrique du Sud a gagné. Et aujourd'hui, le pays il en est où? Des crises. Crise énergétique, crise de corruption, crise de xénophobie, qu'il est dur de sortir d'une crise. Et qu'il est encore plus dur de rester stable après. Alors, la géographie de l'Afrique du Sud est assez simple. Sauf la géographie humaine. Ça par contre, j'ai rien compris. Comme je l'ai dit, il y a officiellement 3 capitales, ce qui est déjà en soi une tentative de nuire à autrui, mais en plus, les 3 capitales ne sont pas officielles. Ah bah oui, évidemment. Comme je l'ai dit, il y a Pretoria, qui est la capitale administrative, le Cap, qui est la capitale législative, et Bloemfontein, qui est la capitale judiciaire. Sauf que, dans la Constitution, on ne parle que de la ville du Cap. Et en plus, la cour institutionnelle a été déplacée dans une autre ville du pays, donc Bloemfontein ne mérite même plus le titre de capitale. Ensuite, le pays est divisé en 9 régions, dont celle qui s'appelle État libre, et qui donc n'est pas du tout un État libre. Et chacune des régions possède des districts et des métropoles qui régissent les lois locales. Des métropoles qui, en plus des 3 villes dont je parle depuis le début, comptent aussi Durban, Port Elizabeth ou Johannesburg. Et évidemment, comme d'hab, la population elle est répartie n'importe comment. Là, par exemple, c'est l'est du pays qui est beaucoup plus peuplé que l'ouest, et l'ouest du pays est majoritairement composé de personnes métisses qui représentent seulement 8% de la population nationale, là où les blancs représentent 7% de la population. Ah oui, et vous vous rappelez quand je parlais de crise énergétique? L'Afrique du Sud est un des pays les plus dépendants du charbon, avec quand même 93% de son énergie qui vient du charbon. Et vous le savez déjà, car vous avez un cerveau, ce qui vous distingue des autres gens, mais le charbon, ça pollue. Ça pollue vénère même. Et en 2019, cette dépendance au charbon a entraîné des problèmes énergétiques avec de nombreuses coupures. Bon, c'est aussi un problème de gouvernance en vrai, mais l'Afrique du Sud a trouvé une solution en créant
plus de centrales à charbon. À titre d'information, parce que je sais que vous aimez ça, l'Afrique du Sud est le pays qui pollue le plus en Afrique et le 14e pays qui pollue le plus au niveau mondial, avec des émissions de CO2 qui coûtent chaque année 2 milliards d'euros au pays. Alors j'ai essayé de me renseigner pour savoir si le pays avait des infrastructures d'énergie renouvelable, et la seule info que j'ai trouvée, c'est ça. Le pays bénéficie de caractéristiques naturelles adéquates pour la production d'énergie verte, ensoleillement, vent ou encore espace maritime. Ok. Du coup, elles sont où? Mais qu'on soit bien clair, hein, sur le continent africain, l'Afrique du Sud est le maître incontesté. Facile. Que ce soit pour ses transports ferroviaires, ses entreprises ou sa centrale nucléaire unique en Afrique, ouais parce que quitte à polluer l'air, autant aussi polluer les sols avec des déchets toxiques. L'Afrique du Sud est un pays dont la géographie témoigne d'une puissance économique qui lui permet de peser sur l'économie du continent, car le pays représente à lui tout seul un quart du PIB africain. Mais il a aussi su capitaliser sur ses matières premières comme l'or ou le platine qui sont présentes en grand nombre sous son sol. C'est ce qui permet à l'Afrique du Sud de sortir du lot, même si bon, je trouve que c'est dommage parce que Cahors c'est très joli. Le gros défi de l'Afrique du Sud, c'est la transition écologique et surtout dans le domaine de l'énergie. La pollution coûte trop cher et les centrales à charbon c'est plus aussi rentable qu'avant. Mais l'Afrique du Sud est aussi connue pour ses réserves naturelles comme le parc national Kruger qui accueille des animaux africains très connus comme le lion ou le rhinocéros. Et la particularité de ce parc, c'est qu'il fait la même taille que la Slovénie. Bref, un vivier naturel très important, et vous savez quel autre vivier est super... on va parler de la culture. La culture, ou plutôt les cultures d'Afrique du Sud, parce que c'est un pays très varié, eh ben, elles sont assez riches et assez importantes. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange en Afrique du Sud? De l'argile. Alors bon, il y a quand même aussi des vrais plats sud-africains, genre le Gatsby, que je dégomme, le biryani, que je dégomme, la biscotte, que je connais déjà, et la fricadelle. Parce qu'apparemment, les Sud-Africains, ils sont ch'tis. Mais l'Afrique du Sud est un pays qui pratique aussi la géophagie, c'est-à-dire le fait de manger de la terre. C'est une pratique en réalité assez connue en Afrique subsaharienne, et apparemment, ça aurait des vertus. C'est ce qu'explique le site très sérieux de Rogitex, avec des photos d'enfants trop heureux de manger de la terre, Le caca, c'est délicieux. qui dit que la géophagie permet de calmer la faim. Nouvelle Page Santé nous dit même que ça a des vertus antiparasiteuses, en plus de provoquer des diarrhées, des carences et des intoxications. Alors bon, dans le doute, j'ai quand même voulu vérifier et chercher autre chose, donc j'ai tapé « Est-ce que boire son urine aurait des vertus ?» Et bah il se trouve que selon un article de Europe 1, oui, boire son urine a des vertus. Et comme quoi, les médias Bolloré, c'est vraiment au cœur de l'info. Hein. Voilà, donc moralité, hein, si vous voulez faire un régime, ne demandez pas à Internet. Pour ce qui est du sport, c'est un pays qui est très important au niveau sport. En 2010, pendant la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, dont le thème musical résonne encore dans nos têtes, les Sud-Africains ont montré leur amour pour le foot grâce à leur fervent soutien dans les stades. Alors, les vuvuzelas. C'est un instrument à vent, je crois, qui fait le bruit d'un essaim d'abeilles qu'on tuerait au mixeur. Et en 2010, les Sud-Africains ont eu la bonne idée de jouer ça à tous les matchs, pendant 90 minutes chaque fois. Ça a rendu fou tout le monde. Ils pouvaient pas s'empêcher de vuvuzeler comme ça tout le long du match, à un point où ça devenait assourdissant. Mais parler de sport en Afrique du Sud pour parler juste de foot serait un crime, parce qu'il faut aussi parler de rugby. On a tendance à dire que les Néo-Zélandais sont les meilleurs, mais la vérité c'est que l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde plus de fois que la Nouvelle-Zélande. Le rugby, ça occupe une partie importante de l'histoire du pays pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le rugby qui a permis de montrer à la face du monde que l'apartheid était bien fini, puisque les Sud-Africains ont gagné en 95 et à domicile en plus. Mais aussi parce que le rugby c'est un sport d'union nationale. Quand vous regardez l'équipe sud-africaine, il y a des blancs, des noirs qui jouent ensemble. Et ça, c'est pas le cas dans tous les sports. Le rugby a été souvent vu comme un sport noble, mais aujourd'hui, il est beaucoup plus accessible. Mais l'Afrique du Sud est aussi très fort dans les sports comme le cricket, le surf ou le golf. Bref, encore une fois, des sports plutôt riches. Et les sports plus populaires ont du mal à s'implanter, comme le rugby à 13, plus joué par des populations pauvres. En fait, le milieu sportif sud-africain est encore très occupé par les afrikaners. Alors, les afrikaners, c'est quoi? François Pienaar, Charlize Theron, Johnny Clegg, Jody Scheckter, Nadine Gordimer appartiennent tous à une même communauté, les afrikaners. En gros, c'est des Sud-Africains, mais blancs, qui ont souvent de lointaines origines françaises, anglaises ou néerlandaises. À l'époque de l'apartheid, c'était les afrikaners qui gouvernaient le pays avec des lois racistes. Et l'afrikaner le plus connu du monde... Oui, c'est compliqué de faire une vidéo sur l'Afrique du Sud sans parler de lui.
Elon Musk, évidemment, le Tony Stark du monde réel, bien sûr, qui fait masterclass sur masterclass avec son compte Twitter et qui envoie son cœur à la foule. On connaît tous Elon Musk pour ses citations dégueulasses, son soutien à Trump, son site X, anciennement Twitter, et ses super fonctionnalités, genre payer 7 € par mois pour avoir un badge. Ou les top tweets. Bah attendez, moi je peux vous dire qu'en 2012, quand on était en TT, on était super heureux. Oh les tétés! Car oui, Elon Musk n'est pas né aux États-Unis et toute sa fortune familiale a été faite grâce à l'exploitation des Noirs. Ouais, c'est trop cool, Elon, c'est trop bien. Masterclass. Mais bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César et son salut romain, parce qu'il faut reconnaître que Elon Musk n'a pas toujours été le dégénéré qu'on connaît aujourd'hui. Fut un temps, Elon Musk était quelqu'un de plutôt fréquentable et même assez apprécié pour des raisons qu'on connaît. Le truc de Elon, c'est l'espace. Il veut créer des fusées pour aller dans l'espace et permettre le voyage interstellaire. À cette époque, il est très apprécié par le grand public, il a droit à des caméos dans des séries, des influenceurs français en parlent, il est reçu par le président Hollande. Your special fusée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est un excès de kétamine ou une bœuf un peu trop mauvaise fumée chez Joe Rogan? Aucune idée. Toujours est-il que Elon Musk aujourd'hui ne s'occupe plus trop des fusées, mais plutôt de financer l'extrême droite internationale. Ce qui est un changement de business très bizarre. Mais Elon Musk est aussi l'heureux papa de 13 enfants, dont plusieurs qu'il n'a jamais reconnus. Des enfants tels que... alors attendez-moi ça... alors, dont Techno Mechanicus, Y, Exas 12 ou encore X. Parce qu'apparemment, nommer ses enfants comme des méchants de Power Rangers, c'est super cool. Ceci dit, Elon Musk a aussi des frères et des sœurs comme Tosca Musk, réalisatrice de films et fondatrice du film de streaming Passionflix. Alors, j'ai jamais entendu parler, mais est-ce qu'il est bon? Eh ben, essayons mon loulou, essayons. Passionflix, la maison de la romance, pour seulement 7 $ par mois. Avec des super films acclamés par la critique tels que... attendez, je regarde quoi là? Qu'est-ce que tu fais en fait, Tosca Musk? Mais attendez, rendez-vous compte, hein, c'est 7 $ par mois pour regarder des films comme Royal Scrooge, qui à mon avis ne parle pas du tout de la famille royale britannique en plus. Ou alors c'est une partie de la famille que je connais pas. Mais malgré tout, Elon Musk n'a jamais voulu vraiment interférer sur la vie politique en Afrique du Sud. Alors que pourtant, y a de quoi faire. Dans l'histoire du pays, 2 partis sortent du lot. Ce qui est dommage parce que Cahors, c'est vachement beau. Ouais, je me suis dit la blague est tellement drôle, je vais la faire une deuxième fois au cas où vous avez pari la première. L'Alliance démocratique du centre et le Congrès national africain de gauche. Sauf qu'en fait non, j'ai menti. Depuis 1994, le seul parti au pouvoir c'est le Congrès national africain. Et c'est pas genre il fait des mauvais scores, hein. Son pire score à une élection c'est celle de 2024 qui a vu la réélection de Cyril Ramaphosa. Et le pauvre, il a fait 40% des voix au premier tour. Ah ouais, le score nul! Mais ça s'explique aussi par le fait que chaque parti a sa propre sociologie. L'Alliance démocratique, c'est le parti des Afrikaners, et le CNA, c'est le parti, plutôt des Noirs en fait. 96% des Noirs en Afrique du Sud votent pour le Congrès national africain. C'est-à-dire que dans un pays qui a souffert de l'apartheid, on va plutôt voter pour le parti qui a aidé à lutter contre l'apartheid. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de parti de droite très fort en Afrique du Sud. L'Alliance démocratique reste un parti du centre, même s'il y a des anciens du Parti national pro-apartheid. Voilà, c'est profondément ancré dans le social-libéralisme, on va dire. Pour ce qui est des questions sociétales, le pays est ignoble. D'après les statistiques, on considère qu'un Sud-Africain sur 4 a déjà commis un viol, que 40% de la population a déjà été violée dans sa vie, et qu'un enfant se fait violer toutes les 3 minutes. Oui, le message avant n'était pas là pour rien. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, le taux de criminalité est méga haut en Afrique du Sud. Et c'est pas genre les voleurs abandonnent quand la porte est fermée. À Johannesburg, il y a la porte fermée, des barricades, des barrières électriques, des détecteurs de mouvement avec une tour de contrôle qui surveille H24, et malgré ça, il y a quand même des voleurs. Ça vient du fait que les inégalités des richesses sont tellement fortes que certains sont obligés de rentrer dans le grand banditisme pour survivre. Le taux de haute pauvreté dépasse les 20% et il est pas rare de vivre avec l'équivalent de 200 € pour le mois. Bon, par contre, ça n'excuse pas du tout les statistiques qu'on a dit au début, c'est quoi cet enfer là? Parce que apparemment, question criminalité sexuelle, le pays bat tous les records. Par exemple, l'Afrique du Sud a un des plus grands nombres de viols d'enfants et de bébés. 60% des jeunes enfants estiment même qu'il est normal de forcer quelqu'un qu'on connaît pas à avoir des rapports sexuels. Un quart des garçons interrogés trouvent qu'un viol collectif c'est rigolo. Et la moitié pense que c'est une fille du non. En fait, elle veut dire oui. Wouah, j'ai connu des épisodes de Caméra Café qui étaient plus clean que ça.
Ah, même le camion là-bas, il est choqué. Et en fait, je peux même pas vous dire ce que j'ai découvert sur tous les problèmes de violence sexuelle qu'il y a dans ce pays, et surtout sur les bébés, parce que c'est vraiment lugubre. Hein. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai eu l'impression de lire le texte de la vidéo la plus sordide de Feldup. Vraiment, si vous voulez vomir à mon cou, allez sur la page Wikipédia des violences sexuelles en Afrique du Sud. C'est un message assez subtil pour vous dire de pas le faire. Et tout ça, ça crée un pays qui est politiquement assez instable. Parce que vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait qu'un seul parti au pouvoir depuis les années 90 ? Ouais, bah en fait, là aussi j'ai un peu menti. Alors le CNA est toujours au pouvoir, hein, ça change pas. Mais malgré son score de 40%, ils n'ont pas réussi à avoir une majorité. Et donc, bah, ils gouvernent avec une coalition de partis. Sauf que bon, généralement, quand on fait une coalition de partis, on essaie de prendre des partis qui peuvent un peu travailler ensemble. Et bah pas là. Déjà, il y a une alliance avec l'Alliance démocratique qui a en son sein des anciens partisans de l'apartheid, je le rappelle, mais également le Front de la Liberté qui est un parti nationaliste pro-afrikaneur. Sauf que dans cette coalition, il y a aussi le parti Inkatha de la Liberté qui est un parti qui défend les droits des Zoulous. D'ailleurs, les deux partis sont de droite. On a littéralement un parti qui est pro-apartheid et un parti qui est pro-décolonisation. Dans le même gouvernement. Et avec ça, il y a aussi le Congrès panafricain qui soutient l'union de l'ensemble des peuples d'Afrique, qui est un parti d'extrême gauche. Et enfin, on a le GOOD, oui, c'est bien son nom, et dont la chef déclare que c'est un parti d'opposition alors qu'il est au gouvernement. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est assez instable politiquement, et pourtant, ça reste un des pays les plus puissants du continent africain, avec, comme je l'ai dit, un quart du PIB du continent, et aussi des ressources naturelles et des infrastructures qui le rendent extrêmement puissant à l'échelle africaine. Tout ça pour dire que l'Afrique du Sud, c'est un chouette pays. Un très instable pays, mais chouette pays. Surtout si vous mangez de l'argile.